Ici, on va poser la question de la manière dont les écolieux permettent la création d'emplois, à la fois non délocalisables et rémunérateurs. Donc, comme pour chaque atelier, vous avez des témoignages d'Oasis, notamment l'Oasis du Coq à l'âne, avec Danielle Bacheret, qui est instigatrice et habitante. Nous avons également Terra, qui est Oasis aussi à sa manière, avec Frédéric Bosquet, qui est ici présent, directeur général. Nous avons Antoinette Gull qui va introduire ce thème avec des données notamment de cadrage sur l'emploi en France, qui va nous voilà, aussi parler de la question de l'emploi spécifiquement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons également Jean-Christophe Lipovac, directeur de l'association Zoein en France, qui va nous parler de revenus de transition écologique et d'expérimentation sur différents territoires. Je commence tout de suite en donnant la parole à Madame Antoinette Gull, sénatrice. Parce que moi, je termine un atelier et je commence le suivant. En fait, c'est comme ça. C'est peut-être l'économie circulaire. En fait, ils ont décidé de me recycler sur les différents ateliers. C'est pas tout à fait exact. C'est surtout parce qu'en fait, l'économie sociale et solidaire est au cœur de ce que je porte, moi, depuis toujours, bien avant d'être élue. Et surtout, enfin j'allais dire surtout une fois que j'ai été élue, mais non, pas surtout, puisqu'avant j'intervenais comme une actrice de l'économie sociale et solidaire en étant directrice de structure d'insertion dans le recyclage, etc. Et aujourd'hui, ensuite j'ai été adjointe à la maire de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire, et maintenant au Sénat, j'essaye de défendre cette forme d'économie qui n'est pas du tout une économie... qui n'est pas une économie marginale, contrairement à ce qu'on imagine ou à ce qu'on pourrait dire. En fait, l'économie sociale et solidaire, c'est 12% de l'emploi privé. 12% de l'emploi privé, c'est plus que le secteur du bâtiment. Vous entendrez partout, tous les économistes, et absolument partout, dire « attention, quand le bâtiment va mal, tout va mal. L'économie va mal ». Vous n'entendrez jamais personne dire « quand l'économie sociale et solidaire va mal, tout va mal ». Et pourtant, il y a plus d'emplois dans l'ESS que dans le bâtiment. Il y a 2 fois plus d'emplois dans l'ESS que dans l'agrobusiness. Mais qui a le plus d'influence sur la société? Je ne sais pas. C'est des vraies questions en fait qu'il faut qu'on se pose sur, en réalité, quelle est l'importance de cette économie qui est une économie particulière, qui réinvente des modes de gouvernance, qui réinvente à la fois le pouvoir, la démocratie et la place du capital, ça n'est pas rien, et qui réinvente aussi les activités, puisque bien sûr que c'est dans l'ESS qu'on trouve les activités de transition écologique, qu'on trouve le sens de nouvelles idées, de nouvelles innovations que l'on peut développer. Là, je vois le revenu de transition écologique, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre que je vais être d'accord politiquement avec ce que vous allez présenter. Donc voilà, je voulais dire déjà que c'était un réservoir important d'emplois, nettement plus important que d'autres secteurs qui font beaucoup plus parler d'eux. Et donc, en ce sens, nous ne sommes pas des marginaux. Et ça, il faut le dire, l'économie sociale et solidaire n'est pas une économie marginale. C'est une économie qui a toute sa place aujourd'hui déjà dans la société et qui doit le réclamer. Ça ne veut pas dire qu'elle a toute sa place dans le budget de l'État. Ça, c'est autre chose, puisque bientôt, là, on va travailler sur le budget de l'État. L'économie sociale et solidaire, c'est 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, j'ai dit, j'ai pas dit 20 milliards d'euros, ou j'ai pas dit... je ne sais pas, c'est vraiment, on parle en millions d'euros. En fait, je ne sais pas où on imagine quelque part qu'une économie qui représente 12% des salariés privés peut avoir un budget de 20 millions d'euros. C'est une aberration sans nom. On dirait aujourd'hui, on met un budget de 20 millions d'euros pour développer le bâtiment, mais tous les syndicats du bâtiment nous diraient « mais vous êtes fous en fait, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites ». Eh bien pour l'ESS, ça passe. Mais tranquille, ça passe tranquille, à part quelques-uns comme moi dans les hémicycles à dire « mais vous êtes fous de ne mettre que 20% sur ce secteur d'activité qui est un secteur clé ». On dit « non mais en fait il y a beaucoup plus d'argent mais il ne sait pas compter ». Alors c'est pas compté, moi j'aimerais bien savoir où il est, puisque s'il n'est pas compté, c'est quand même qu'il n'arrive pas.
auprès des structures de l'économie sociale et solidaire d'une manière ou d'une autre. C'est sans doute qu'il est ailleurs, qu'il est compté ailleurs. Et puis un jour, j'ai compris comment il était compté. Parce qu'un jour, on m'a dit, mais non, c'est plusieurs milliards le budget de l'ESS. J'ai dit, très bien, c'est 2 milliards, on me dit. Je dis, expliquez-moi comment. Et on me dit, en fait, le budget de l'ESS, c'est 2 milliards parce qu'on considère que tous les dons qui sont faits, la défiscalisation des dons aux associations, vous faites un don au Resto du Cœur, donc c'est de la solidarité, mais c'est de la solidarité de cœur. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait le don à une économie particulière qui va aller faire un écolieu. C'est un don, c'est autre chose en fait quand on fait un don de ce type. Eh bien, c'est considéré comme un budget propre à l'économie sociale et solidaire. Et ça, je trouve vraiment que c'est à la fois de la manipulation, du mensonge et de la mauvaise foi. Et donc, vous m'entendrez, si jamais ça arrive jusqu'à vous, vous m'entendrez dans l'hémicycle, en tout cas, défendre toujours un budget bien plus important pour l'économie sociale et solidaire. Autre chose que je voulais dire, pour refaire le lien avec l'atelier précédent, c'est que quand il s'est agi de parler de territoires abandonnés, je crois que là aussi on a un rôle tout à fait particulier à prendre en ESS, parce que moi je viens de l'Est de la France. L'Est de la France est donc une région, une partie de la France qui a été désindustrialisée, et cette désindustrialisation, moi je trouve qu'elle est très grave. Elle est très grave humainement, parce qu'en fait ça fait des générations de personnes qui se sentent abandonnées, qui se sentent exclues. Ça fait au moins 2 générations, parce qu'en fait les enfants aussi sont victimes de cette désindustrialisation, mais surtout de cette exclusion d'un développement commun harmonieux. Même si je suis d'accord avec vous que c'est peut-être pas l'industrie telle qu'elle se faisait qui pouvait faire ce développement humain et harmonieux, en tout cas lorsqu'il y a des industrialisations, il y a sentiment d'exclusion, et ça c'est grave. Et donc je pense que là, on a aussi, c'est là que l'économie sociale et solidaire, et peut-être les écolieux ont quelque chose à faire et à réparer, c'est à réparer à la fois le lien entre le lien et le respect qui est dû à tous ses habitants, mais aussi de réparer ce que l'industrie a abîmé, c'est-à-dire la terre. À Hayange, là où moi j'ai grandi, on a encore toutes les carcasses de hauts fourneaux qui pourtant ont été fermées il y a 15 ans. Donc vous voyez, ça veut dire quand même que ce qu'on voit, ça veut dire que ça n'a pas été dépollué, ça veut dire que ça n'a pas été démantelé. Alors peut-être il aurait fallu les garder et permettre d'en faire un objet artistique. Peut-être un de ces hauts fourneaux, une de ces épaves pouvait être ça, mais toutes les autres doivent donner vie à autre chose et à de la réparation. Et je crois que c'est peut-être aussi ça. Alors c'est ce que vous exprimiez lorsque vous disiez les oiseaux reviennent, etc. Il y a une forme de réparation. Il y a peut-être des lieux qui ont besoin encore plus de réparation que d'autres. C'est tous ces lieux qu'on a abîmés et qu'on a laissés et qu'on a abîmés et abandonnés ensuite. Voilà ce que je voulais dire. Sur la question de l'économie sociale et solidaire, des coopératives, des SIC, je voulais dire aussi que ce n'est pas si simple aujourd'hui en France d'ouvrir ce type de structure. Vous le savez, alors on peut se débrouiller, l'ouvrir, le faire avec, des bouts de ficelle. Il se trouve en fait qu'en France, on donne beaucoup d'argent aux entreprises et beaucoup d'argent aux grandes entreprises. Moi, je sors d'une commission d'enquête sur le financement les aides d'État aux entreprises. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le financement des entreprises, toutes les aides, il y a 2200 aides aux entreprises en France, 2200 aides qui avoisinent 230 milliards d'euros. C'est plus que le budget qu'on consacre à l'éducation. C'est plus que le budget qu'on consacre à l'hôpital. En fait, le premier budget en France, c'est l'aide aux entreprises. Donc quand j'imagine les difficultés avec lesquelles que vous avez pour créer un écolieu, pour créer un poste, pour créer des emplois, etc., je me dis il y a une forme d'injustice dans la distribution des aides publiques. Et ça, c'est aussi des choix politiques qui font qu'on ne conditionne pas, éco-conditionne pas l'octroi des aides publiques. Et si on l'éco-conditionnalisait, ou alors si on mettait comme condition la création d'emplois ou le maintien de l'emploi, ce qui n'est pas fait,
eh bien, sans doute qu'on irait beaucoup mieux. Tout ça pour vous dire que l'arbitrage financier qui est fait, et qui est fait sur le budget de l'État, est très important sur ce qui se passe dans nos territoires. Parce que c'est comme ça, enfin, la volonté est importante, mais les aides publiques et le financement, eh bien, permet aussi d'aller plus vite et d'aller plus loin. Et ça, c'est pas toujours le cas, mais c'est une question de volonté politique. C'est pas une question de raréfaction de l'argent. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Merci à vous. Du coup, j'ai envie de vous poser une question tout de suite en transition à ce qui a été dit aux actrices et acteurs ici présents. C'est justement comment est-ce que vous travaillez avec des aides publiques ou pas voilà, juste en transition pour après aller sur la question vraiment de la création de l'emploi dans vos écolieux. Est-ce que tu veux commencer, Frédéric ? Vous voulez. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Nous, en fait, on a un mode de financement en fait, qui couvre plusieurs modes de financement pour avoir une autonomie en fait, au niveau des types de financement. Un tiers des financements, enfin à peu près, on va dire une partie des financements, à peu près un tiers, c'est la société civile avec des dons en nature, c'est-à-dire des personnes qui travaillent en fait. Parce que on ne les voit pas, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui ne sont pas forcément rémunérés. Dons en nature, dons défiscalisables à travers des fonds de dotation, par exemple, on a un fonds de dotation. Ensuite, on a les subventions d'investissement et d'exploitation, où là, on va travailler avec des collectivités territoriales, le département, la région, l'État, l'Europe, et sauf la commune, puisque la commune, nous, on veut redescendre de leurs ressources dans les communes rurales et pas leur pomper les pauvres ressources qu'elles ont malheureusement pas beaucoup disponibles. Et après, on passe aussi par des capitaux passés intérêts modérés. C'est la quatrième étape en fait du projet. Et puis bien sûr, à la fin, la capacité d'autofinancement des entreprises qu'on a développées et qui arrive en fin de course une fois qu'on a revitalisé les communes. Donc oui, on travaille avec à peu près entre un tiers et un quart de subventions. D'accord, ça donne une idée. Et vous ? Alors nous, on a séparé en deux notre fonctionnement. Il se trouve que nous, on le verra tout à l'heure, nous avons atterri sur un lieu patrimonial sur lequel il y a beaucoup de bâtiments à restaurer. Si nous avons pu nous installer sur ce lieu, c'est parce que ça a intéressé la communauté de communes que nous nous mettions en charge, nous citoyens, de sauver ce patrimoine local. Et en même temps, du fait de notre projet écologique, évidemment, le territoire était intéressé d'avoir un affichage d'un projet écologique sur le territoire. Donc, pour cette partie de sauvegarde qui dépasse largement le niveau de notre action qu'on voulait porter, nous avons des aides de l'ordre des fonds verts, des fonds friches, des choses comme ça pour restaurer ces bâtiments et pour y réaménager des logements. Par contre, en ce qui concerne notre développement d'activité économique, nous essayons en effet d'arriver à ce que vise toute entreprise. Là, bon, on a plusieurs structures, mais toute entreprise, d'arriver à une autonomie financière et une viabilité financière. Donc pour cet aspect-là, on ne cherche pas de soutien a priori. Ça peut arriver ponctuellement dans certains cas, mais c'est peanuts, donc on ne va pas en parler. C'est vraiment cette intention de faire un projet viable économiquement pour qu'il soit inspirant, duplicable. Si ça fonctionnait qu'avec des aides, ça ne pourrait pas être duplicable. Et vous, au sein de l'association Zoein ? Alors, en tant qu'association, nous, on a des financements principalement privés qui viennent de fondations, en particulier aussi des fondations Zoein, mais pas que. En France, la Fondation de France, la Fondation Massif, GRDF, enfin j'en passe, Massif. J'ai pas tous les cités, mais bon, les logos sont là si vous voulez les voir. Et ensuite, un petit peu de l'État, dans le cadre de la CDC, de l'Institut Recherche de la CDC, parce que la particularité de notre association, c'est qu'elle a été créée par des chercheurs pour développer avec des acteurs de terrain, enfin Terra en fait partie aussi du réseau, de la connaissance quoi finalement, autour de ces nouveaux modèles économiques, ces nouveaux modèles de financement de la transition, parce que il s'agit un peu d'inventer. Donc après le modèle qu'on essaie de défendre, c'est le modèle de la SIC, et ça rejoint
les deux propos, quoi. C'est-à-dire trouver un modèle aussi qui puisse voilà, générer aussi son propre autofinancement. Mais on est sur des projets qui sont d'intérêt collectif, mais qui nous semblent aussi, nous, d'intérêt général. Parce que, enfin, on verra avec le projet de Terra, c'est-à-dire on répond à des services sur un territoire, d'avoir une mobilisation de financement public pour des projets d'activité de redéveloppement local. Ça nous semble logique d'avoir aussi des financements publics. Et après, enfin, pour être clair, enfin, on le sait, raréfaction de l'argent public, il faut aller chercher l'argent aussi, des fois, là où il est, quoi. Donc du coup, on travaille avec des fonds de dotation des entreprises, ou des fondations, on va chercher aussi des entreprises qui souhaitent, sous couvert de responsabilité sociale de l'entreprise, voire nous ce qu'on essaie de jouer, c'est sur la responsabilité aussi territoriale de l'entreprise, quand elle délocalise, quand elle laisse des friches, peut-être qu'elle peut aussi avoir une action un peu plus citoyenne. Et ça, c'est un travail de plaidoyer au long cours. Alors, ce qu'on regrette, peut-être, du coup, je me permets de le dire devant Madame la sénatrice, c'est que ce qu'on voit, c'est que dans nos projets, en fait, souvent, bah oui, les régions sont présentes dans le cadre de l'aide aussi aux entreprises, parce qu'on crée des SIC, elles sont présentes. Des fois, on voit des métropoles intervenir aussi dans le fonctionnement de nos coopératives. Et il nous manque parfois un peu quand même l'État, parce que l'État a quand même la compétence sur l'emploi. Et là, soutenir des formes de revenus de transition écologique, là, c'est un peu plus compliqué. On avait eu l'occasion d'en discuter avec certains ministères des contrats, enfin à un moment donné, c'était à la mode, des contrats de relance de transition écologique. On disait que ça pouvait être un bon moyen, justement, d'orienter des activités et des emplois de demain sur les territoires. Force est de constater que, je vais le dire comme ça, on avait, parce que ça n'existe plus vraiment, mais une belle coquille vide, quoi, du coup, sans financement derrière. Donc oui, aujourd'hui, on compte sur nous-mêmes, avec nos SIC, avec l'appui de fondations, et puis l'appui d'acteurs locaux, parce que c'est bien avec les régions, des fois avec des départements aussi, avec des collectivités locales, on arrive à construire ce nouveau modèle de développement en partant d'en bas, c'est juste. Et bon, on entend quand on a des sénatrices. On sait sur quoi on va aboutir à la fin de l'atelier. Moi, je voudrais aussi, pour cadrer un peu nos échanges, vous partager une étude qui a été faite en 2022 sur la question de l'emploi dans les écolieux. C'est une étude qui a été réalisée en partenariat avec l'ADEME et menée par le Campus de la Transition. C'était un des lieux qui était présenté au début. Et les chiffres sont assez éclairants. Donc, il y a 94% des membres d'écolieux qui trouvent du sens à leur activité professionnelle. C'est hyper important de comparer ce chiffre à la moyenne nationale, qui est malheureusement bien triste. En France, il y a une personne sur deux qui trouve du sens à son activité. Ça veut dire qu'il y a du coup l'autre moitié qui ne trouve pas de sens. C'est pas qu'une question de trouver du sens pour soi, mais c'est aussi contribuer à l'intérêt général. 83% estiment que vivre en écolieu leur a permis de contribuer à une action collective en faveur de l'intérêt général. Et ça c'est intéressant parce que ça montre que c'est un défi. 61% ont pu trouver ou garder une activité professionnelle qui a un impact positif sur la société. Donc on voit que c'est un défi aussi quand on s'installe en écolieu de trouver ou garder cette activité. Vous allez nous raconter peut-être comment ça s'est passé pour vous. En tout cas, on le voit à travers les différents modèles que vous évoquez que c'est pas forcément simple. Donc, est-ce que déjà, Frédéric, vous pouvez nous emmener voyager à Terra, parce qu'on fait un grand voyage aujourd'hui. On voit des belles photos de tous ces lieux à travers la France et on a envie de savoir d'où vous venez et qu'est-ce que vous y faites à Terra. Eh bien, donc Terra, c'est un projet qui est né de la rencontre de ma vie d'entrepreneur avec mon engagement militant, où je me sentais de plus en plus coupé en deux entre mes engagements au niveau des monnaies citoyennes locales, une base, un mouvement des colibris, et puis l'autre côté, le côté entrepreneur, parce que j'étais entrepreneur, j'avais plusieurs entreprises, où on me demandait de dégager des résultats, des excédents pour développer l'activité, et au bout d'un moment, j'y arrivais plus. Donc j'ai pris mes sacs, je suis parti en vélo à la rencontre
de ceux qui avaient quitté les villes pour aller vivre à la campagne, en essayant de comprendre un petit peu quels étaient leurs enjeux quand ils ont tout lâché pour changer de vie, en fait. Ce qui était un petit peu ce que je sentais que je devais faire. Et là, je me suis rendu compte qu'il existait des tas de projets extraordinaires dont personne ne parlait un peu partout en France, dans nos communes rurales. Et je me suis dit, mais c'est fou, la révolution, elle a déjà eu lieu, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est prêt, quoi. Les ingrédients du gâteau est prêt. Il faut maintenant les rassembler, en fait, et les mettre au four. Et c'est un peu le projet de Terra. Terra, l'objectif, c'est de ramener dans nos campagnes, dans nos petites communes rurales, tout ce qui se fait de mieux en matière de création de la société civile, l'énergie, l'eau, les déchets, les bâtiments durables à usage d'habitation et professionnel, les véhicules en partage, les monnaies citoyennes, le revenu de base, la gouvernance distribuée, et faire avec tout ça, en fait, une nouvelle forme d'organisation qui soit à la fois au moins aussi efficiente que celle qu'on a aujourd'hui, et surtout beaucoup plus résiliente. Et donc après ces 14 000 km en vélo, puisque ça a duré 3 ans l'histoire, on a visité plus de 70 écolieux, on s'est installé dans un petit village du côté de Tournon d'Agenais, où on a démarré notre projet, et puis progressivement le projet s'est étendu sur plusieurs petites communes rurales dans le sud-ouest de la France. Et là vous avez la dernière version du projet qui est la création du premier quartier rural en transition pilote de Terra, donc dans une petite commune qui s'appelle Trentel au bord du Lot, dans lequel on va créer un quartier rural de 4 hectares, dans lequel vous allez retrouver toutes les fonctions vitales pour revitaliser une commune rurale. De l'agroécologie, de l'énergie, la construction de bâtiments, la formation de professionnels de l'éco-construction pour recréer des lieux de vie sur ces territoires ruraux. Et puis vous avez aussi tout un accompagnement à la transition des acteurs locaux qui sont les pauvres submergés par l'urgence et qui sont incapables, non pas qu'ils ne le veulent pas, mais qui sont tout simplement pas en situation de pouvoir le faire. Et on leur demande tout en fait et on leur donne rien. Donc du coup effectivement au bout d'un certain temps ça pose des problèmes. Et nous notre objectif c'est d'accompagner ces communes rurales à accueillir ces millions de citadins qui veulent quitter les grandes villes pour venir habiter à la campagne et qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas financés. Et c'est un peu l'objectif de Terra de les accompagner. Et donc, vous avez 5 volets, 5 actions en faveur de l'emploi à Terra. Oui, on peut passer peut-être à l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 10 ans, puisqu'on a démarré il y a 10 ans, en octobre, on a reçu le label des pôles de coopération économique des territoires. Et pour nous, c'est vachement important parce que ça montre à un moment donné que ça y est, il y a une reconnaissance du travail qu'on fait. Et aujourd'hui, on est plus de 100 à être venus habiter dans ce territoire rural. Et sur ces 100, il y a 25 personnes qui sont très actives dans les activités de Terra. Et sur ces 25 personnes aujourd'hui, on a à peu près 10 équivalents temps plein, c'est-à-dire 10 emplois qui ont été créés. Et comme vous allez le voir, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup eu un temps de préparation pour travailler avec toutes les parties prenantes du territoire. Parce que quand on arrive dans une petite commune rurale et tout le monde se bat, les communes parce qu'elles n'ont pas de sous, les entreprises parce qu'elles veulent des sous, les habitants parce qu'ils voudraient des sous mais ils n'en ont pas. Et donc du coup, toutes ces situations un peu tendues, en fait, elle est liée au fait qu'effectivement les ressources ont quitté nos territoires ruraux. Et là, l'idée dans un premier temps, c'est vraiment d'accompagner les acteurs pour recréer de la confiance, qui ensuite amène la coopération, qui ensuite amène à des solutions pertinentes qui vont faire qu'à un moment donné, on va construire une solution intégrée qui va vraiment faire décoller la commune. Et ça prend du temps. Nous, on s'est focalisé vraiment essentiellement sur la relocalisation des productions vitales aux habitants, aux entreprises locales et aux collectivités territoriales. C'est-à-dire que nous, c'est extrêmement concret. C'est des kilos ou des tonnes de légumes, c'est des kilowatts de puissance énergétique produite sur le territoire, c'est des litres d'eau potable, c'est des tonnes de déchets recyclés, c'est des mètres carrés de bâtiments durables à usage d'habitation professionnelle, c'est des kilomètres de véhicules en partage, c'est des heures passées à accompagner les structures locales dans ces transitions qui sont nécessaires dans nos territoires ruraux, et puis c'est aussi la mise en place de services qui permettent l'accès à la culture dans nos territoires ruraux, l'éducation, la technique, la science et l'art. Parce que c'est comme ça qu'on rendra nos territoires attractifs et que ces millions de citoyens qui veulent quitter les grandes villes pourront se dire à un moment donné « Ah, super, je vais aller m'installer dans une petite ville de France et je vais m'y trouver bien. » Donc pourquoi il y a du développement? Parce qu'on va là où on répond aux besoins des habitants, des entreprises locales et des collectivités territoriales. Et les premiers des besoins, ils sont là.
on peut passer à la... Et donc on voit qu'au départ, quand on est arrivé, hein, entre 2013 et 2015, on a fait 14 000 km en vélo, où on est allé à la rencontre de ces acteurs. On s'installe en 2013, on part en 2013, on arrive à 2015 dans une zone rurale. On commence par une petite ferme en permaculture et en polyactivité. Puis ensuite, on s'installe à Tournon-d'Agenais, où là on crée une petite épicerie de producteurs avec une quarantaine de producteurs locaux. On continue ensuite, on est appelé par une commune rurale, la Cabel-Cavanac, pour les aider à créer une petite société coopérative d'intérêt collectif de production d'énergie renouvelable. On a énormément appris avec eux. Et puis pendant tout ce temps-là, on développe aussi une monnaie citoyenne locale numérique, parce qu'il y avait déjà une monnaie qui existait, mais c'était une monnaie papier. Et comme nous, on veut avoir un effet levier sur l'économie locale, on a besoin d'une monnaie qu'on peut piloter sur le plan politique. L'euro, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, on ne sait pas comment il circule. Là, avec une monnaie citoyenne locale, on met une sorte de label sur la monnaie, on sait d'où elle vient, on sait comment elle circule et comment ensuite elle se répartit sur le territoire. Et grâce à ce processus-là, avec 1 euro, on relocalise 2,8 fois plus d'euros en PIB. Et l'euro, pour vous donner un exemple, c'est 0,7. Ça veut dire que comme on affecte cette monnaie à des productions locales, en fait, eh bien cette monnaie, elle va circuler plus vite. Et donc, avec moins d'euros, on produit plus de PIB relocalisé durable sur le territoire. Et donc, on commence à avoir des effets. En 2015, on arrive. On commence à développer le projet. Et puis, vous voyez ici, il y a une grosse baisse parce qu'en fait, là, malheureusement, on a eu un souci de développement puisqu'on n'a pas voulu, on ne nous a pas autorisé, malgré la loi Allure, à créer ce petit quartier rural en transition sur l'espace agricole sur lequel on était. Et donc, il a fallu qu'on arrête tout, en fait. Heureusement, on était accompagné par un maire d'une autre commune qui avait visité pas mal notre projet et qui a accepté en fait à Trentel d'installer ce quartier rural. Et donc ensuite on voit la bleue en fait, c'est la croissance en fait de la quantité de monnaie qu'on a relocalisée sur le territoire jusqu'à 2023. Donc on est maintenant à plusieurs millions d'euros. Donc ça montre qu'on peut partir de rien. Ici on est parti avec 500 euros et un vélo. Enfin, 2 vélos et on est parti en fait avec des personnes qui ne connaissaient rien à l'entreprise. Donc, et là aujourd'hui, on voit effectivement qu'on relocalise de plus en plus à la fois d'épargne qui viennent s'investir sur notre territoire et aussi de budget, puisqu'aujourd'hui on est à plus de 650 000 euros de budget sur les 6 structures. Et vous voyez, à partir de 2019 ici, on a numérisé la monnaie citoyenne locale et donc maintenant on voit que la quantité de monnaie locale augmente sur le territoire. Pourquoi? Eh bien parce que justement de plus en plus d'acteurs utilisent cette monnaie citoyenne locale et grâce à elle on a une visibilité beaucoup plus grande sur le développement économique local. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est dans notre commune rurale et dans la zone de revitalisation dans laquelle on se trouve, on est démarré donc en 2015, on était seul. Aujourd'hui, il y a plus de 100 personnes qui sont venues s'installer sur le territoire, des habitants volontaires. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder leur âge. 38 ans contre 55 ans sur la commune rurale. Pourquoi il y a cette revitalisation aussi par l'arrivée de ces populations? Parce qu'on a un projet attractif. C'est un projet à la fois politique, dans le vrai sens du terme, avec un immense P, et puis en même temps c'est très très concret, quoi, puisqu'il faut produire de quoi manger, produire de l'énergie, construire des maisons, et donc ça donne de l'élan en fait, et les gens viennent s'installer et commencent à travailler avec nous. Et le deuxième élément très important, on va passer à la slide suivante, c'est que maintenant on est à l'étape suivante où on a synthétisé tout ça en fait sous forme d'une solution intégrée, parce que là on était vraiment sur 30 km autour de Tournon-d'Agenais, et donc on a été suivi par un conseil scientifique pendant 3 ans, et là maintenant on est passé à l'étape suivante qui est l'essaimage, donc la phase de développement du projet, où on a condensé tout ça dans ce qu'on appelle nous un quartier rural en transition. Donc on a acheté à la commune de Trentel 4 hectares. Ces 4 hectares sont divisés en 3 parties. Une partie en haut agricole, une partie au milieu d'habitat fondé, c'est-à-dire avec des permis de construire, donc une quinzaine d'habitations pour une trentaine d'habitants. On a ici un centre d'éco-construction de ressources et de formation. Donc on vient de lever à peu près 1,5 million d'euros pour lancer cette activité d'éco-construction, parce que s'il n'y a pas de maison pour accueillir des gens, s'il n'y a pas de bâtiment pour que les entreprises s'installent, s'il n'y a pas de panneaux photovoltaïques pour produire notre énergie renouvelable, s'il n'y a pas de véhicules en partage que l'on peut mettre en place dans ces petites communes rurales, ça ne marchera pas. Donc on a besoin d'investissement. L'investissement qu'on a prévu, c'est 9 millions sur 3 tranches.
On a levé la première tranche, on est en train de lever la deuxième, la troisième arrivera bientôt. Et ensuite, on déploie en fait sur ce quartier rural toutes ces fonctions dont la commune a besoin. Donc une partie alimentaire, une partie habitat, avec des maisons fondées, j'en ai parlé, pour une trentaine d'habitants. Et ici, sur le bord du Lot, ici, on a mis des habitats légers de loisirs, on est en train de le construire. On est en train de construire la première, là, celle-là. Et là, l'idée, c'est de pouvoir recevoir sur ce quartier rural des stagiaires qui vont venir faire des formations en éco-construction, des élus locaux qui vont venir se former sur la construction de ces quartiers ruraux sur 6 mois, des écotouristes qui vont venir assister à des animations sur la transition écologique pour leur montrer que la transition écologique, c'est pas juste se mettre dans une grotte avec une bougie et faire ah. Vous voyez, on est vraiment, c'est hallucinant, quoi, je veux dire. Non, c'est le futur. Pour moi, la ruralité, c'est le futur. C'est pas le passé. Hein. Pour moi, le futur, c'est pas ici. Hein. C'est 300 fois la taille, l'empreinte écologique d'une ville comme Paris. C'est pas le futur. Hein. Le futur, c'est les 80% du territoire qui sont inoccupés. Et sur lequel il y a tout. De la terre, de l'eau, de l'énergie, des espaces. Et c'est pas cher. Il y a tout à faire, à tout déployer. Je vous assure, venez dans nos territoires ruraux, vous n'allez pas vous emmerder. Hein. Donc ensuite, toute la partie énergie, on en a parlé, puisqu'il faut qu'on produise notre propre énergie. La partie mobilité, sous les ombrières des parkings que vous voyez ici, il va y avoir des véhicules en partage, puisqu'on est... Ah, c'est fini, j'arrête. La partie transition, où on accompagne les acteurs locaux, et puis les communs aussi, puisqu'une partie de notre temps va être fait pour revitaliser ces endroits-là. Non mais voilà. on va revenir à la suite. Parce que, et donc là, on est à des équivalents temps plein. Pour parler d'emploi. Bon, et alors du coup, à côté, à ta droite, il y a l'association Zoën France qui est représentée. En fait, vous travaillez ensemble. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer comment est-ce que vous travaillez ensemble tous les deux? L'histoire, on a vu Terra, c'est une longue histoire. Bientôt, on va. Sur le graphique, on voyait depuis 2013, donc ça va faire plus de 10 ans. Et nous, l'histoire, nos chemins, ils se sont croisés en fait en 2018-2019 parce que l'association, elle est relativement jeune, elle date de 2019. Et avant ça, Sophie Swatton, qui a l'initiative de Zoën, a créé une fondation en 2017. Et donc je pense que le croisement, il s'est fait avec Sophie en 2017-2018. Ouais. Donc en fait, le projet Terra, tel que on a eu un récit là du coup très motivant, on a tous envie d'aller à Tournon à Genève. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est un projet qui a pris du temps, mais qui est hyper intégré, quoi, finalement. Et donc, c'est un exemple, quelque part aussi, dans notre réseau à l'échelle nationale. Aujourd'hui, en fait, justement, on essaie de promouvoir aussi ces modes de faire et de création d'emplois et de relocalisation aussi de l'économie à travers cette idée du revenu de transition écologique. Donc, du coup, l'histoire, elle s'est croisée là sur des emplois d'utilité écologique, sociale, territoriale. On pourrait presque dire le premier RTE, ça a été aussi l'animation. En fait, la personne qui a parce que c'est beaucoup de temps aussi d'animation, d'ailleurs, c'est de la coopération. Fred, tel qu'il le raconte comme ça en quelques minutes, on a l'impression que c'est simple. Non, en fait, c'est bourré d'embûches. Et puis la coopération, ça ne se décrète pas, ça se construit dans le temps. Et il faut des gens, il faut aussi des compétences pour le faire, quoi, du coup. Donc, est-ce que j'enchaîne un peu sur... Tu veux que je passe à la salle? En tout cas, peut-être juste pour vous dire ici, nous notre vision, c'est que cette transition écologique juste, en fait, elle s'invente dans les territoires. Elle s'invente dans les territoires ruraux. Je vais en parler aussi des territoires urbains, parce qu'on a aussi des initiatives en milieu urbain. Et pour nous, c'est cette vision de se dire, voilà, ça se crée à travers des emplois, mais pas n'importe quel emploi. Des emplois, nous on dit, qui prennent soin de soi, des autres, de son territoire et plus largement de la planète. Des emplois qui ont du sens aussi, qui sont épanouissants, et surtout des emplois qui sont rémunérateurs. Parce que Fred n'a pas forcément insisté sur cet aspect-là, mais ce qu'on constate, c'est que si la planète embauche, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, les emplois écologiques sont souvent des emplois pauvres. Enfin, en tout cas, voilà, comment on répond à cet enjeu de travailleurs pauvres de la transition écologique. Donc derrière le revenu, c'est ce grand défi de se dire, en fait, on est sur des activités qui sont porteurs de sens, qui ont des effets utiles sur le territoire, et qui, dans le contexte actuel, du coup, sont peu ou pas rémunérateurs, et il n'y a personne qui va
se prendre en charge ce problème d'une juste rémunération. Enfin, on le voit dans le domaine agricole, mais là, voilà, on le voit dans tous ces domaines qui sont liés, en fait, à répondre à des besoins essentiels. Donc c'est vrai que nous, on utilise souvent cette image du donut, parce que c'est voilà comment on arrive à concilier les limites planétaires. Aujourd'hui, on a déjà dépassé 6 limites planétaires, on a une limite à 7 aujourd'hui. Et comment on répond aussi à des besoins essentiels en prenant l'angle de la question de l'emploi et du travail. Alors peut-être sur la diapo suivante, du coup, pour expliquer qui on est, ce qu'on fait, parce que ce que je disais tout à l'heure, en fait, l'originalité de cette affaire, c'est en fait, enfin, la sénatrice en parlait, c'est des chercheurs, et notamment une chercheure qui est philosophe et économiste et qui est spécialiste dans l'ESS, qui se dit, en fait, il y a quand même un enjeu de recréer du lien entre science et société, et faire notre mot d'ordre, pour nous, c'est, on dit ça comme ça, de la recherche-action. C'est-à-dire que là, il y a plein de modèles qui sont en train de se construire. Comment on va capitaliser et les diffuser, quoi. Donc c'est pour ça qu'on utilise souvent ces trois mots, quoi. Du coup, l'association, c'est mettre en réseau et venir en appui d'expérimentation sur ces revenus de transition et sur ces nouveaux modèles économiques et nouveaux modèles de financement pour capitaliser et diffuser, quoi, du coup, transmettre. Donc on a ces trois fonctions essentielles. Et donc, voilà, l'idée, c'est bien de documenter, en fait, ce qui est en train de se mettre en œuvre autour de ces nouveaux modèles de développement qui articulent limites écologiques et réponses aux besoins essentiels. Alors peut-être, dans la diapo suivante, là, c'était aussi pour vous expliquer que... Ouais, alors oui, j'avais quand même mis ça pour rappeler de quoi on parle quand on parle de revenus de transition écologique. Parce que dans l'approche de Sophie Swatton, elle est philosophe, elle a une vision assez globale des problèmes, on va dire, de société, en se disant, bah voilà, donner de l'argent, en fait, ne suffit pas. Et derrière l'idée du revenu, même s'il y a cette question d'une transition écologique juste et d'une juste rémunération, le RTE, c'est un 3 en 1, quoi, finalement. C'est un financement, un accompagnement, et le troisième levier, c'est la coopération. C'est ce qui est dit d'ailleurs tout à l'heure par Mathieu Labonne tout à l'heure. C'est-à-dire que pour nous, la coopération, c'est le moyen pour inventer cette transition écologique dans tous les territoires. Et donc c'est pour ça que, moi souvent je prends l'image de la pièce de monnaie, quoi. Si d'un côté il y a l'idée d'un accompagnement et d'un revenu qui est associé, ou d'une aide financière qui est associée, de l'autre côté, en fait, l'autre côté de la pièce, côté pile et côté face, c'est la coopérative, l'outil pour structurer. Et là, par exemple, chez Terra, alors du coup, on n'a pas un modèle unique. Ça rejoint un peu ce que disait aussi Mathieu Labonne tout à l'heure quand il expliquait un peu la typologie des écolieux et tout. Nous, on est en train de faire aussi cette typologie des coopératives et cette typologie un peu des revenus de transition. Bah, chez Terra, c'est vrai que c'est l'association Terra qui fait office justement de lieu d'accueil, de lieu d'accompagnement, de formation. Là, le centre de formation que vous êtes en train de faire sortir de terre, là, du coup, il aura encore plus cette fonction-là de formation. Et l'enjeu, c'est ça, c'est pas que ça, c'est fédérer. Nous, on croit beaucoup, d'ailleurs, enfin, t'en as pas parlé non plus, des ODD. On croit beaucoup au dernier ODD 17, de créer ces nouvelles alliances locales. Et donc, pour nous, bah, en fait, le constat qu'on fait, c'est que souvent, dans un territoire, que ce soit dans un territoire rural ou non, c'est vrai qu'il y a des histoires de concurrence, mais il y a surtout des histoires de personnes ou de structures qui sont dans leur couloir. Donc, à un moment donné, comment on décilote et on travaille ensemble, on fédère. Et du coup, pour nous, les coopératives, c'est pour ça que je vous ai ramené aussi un petit document parce qu'on a capitalisé sur les 7 premières. Voilà, comment on arrive à déciloter un peu et à mettre des moyens en commun. Parce que c'est cet enjeu-là de mettre des moyens en commun pour accompagner ces emplois de demain. Alors j'ai mis ici des mots-clés parce qu'on a travaillé sur un peu justement c'est pour ça que j'ai ramené aussi ce document-là, sur un peu un travail un peu de mise en récit. Comment, à partir du concept, comment ça atterrit dans les territoires. Et là, je voulais juste mettre là, ces 5 mots-clés qui viennent du terrain. Le RTE, ça sert à quoi? C'est un outil de reconnaissance. Parce que souvent, du coup, il y a plein d'actions, plein d'initiatives, mais on les a pas reconnues. Et même pour les personnes, il y a un enjeu de reconnaissance de ce qu'ils font et des effets qui sont... Le prendre soin, j'en ai déjà parlé. Fédérer aussi. L'entraide, c'est ça qui est aussi un enjeu derrière le RTE. Et puis surtout, c'est renforcer ce pouvoir d'agir. Et même là, on pourrait dire de manière plus générale, le pouvoir de vivre, en fait, de tous. Et voilà, là aujourd'hui, les bénéficiaires, en tout cas les porteurs de projets qui sont accompagnés, ils sont dans cette logique de travailler autrement et surtout aussi de vivre autrement.
peut-être qu'on peut passer à la diapo, parce que je pense que j'ai voilà, un petit panorama de cette expérimentation. Alors du coup, pour faire le lien, parce qu'on en parlait dans le temps de préparation, c'est vrai qu'en fait, là aujourd'hui, sur les 7 territoires, on a des territoires qui sont à la fois des territoires urbains et des territoires ruraux. Ce qui est un peu le dénominateur commun, c'est qu'on est sur des territoires, alors, politiquement, on va dire des territoires fragiles, mais des territoires qui sont, on va dire, en déclin. Que ce soit dans des territoires urbains ou des territoires ruraux, quoi, du coup. Et c'est peut-être là où il y a une prise de conscience qu'il faut changer le modèle de développement. On ne peut pas faire comme avant. Et notamment dans l'Est, du coup, c'est aussi, mais nous, moi je viens du Nord, c'est exactement ça aussi, qu'on a bien vu la fermeture de mines, d'entreprises, etc. Peut-être qu'il faut réfléchir à un autre modèle de développement. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça atterrit en effet dans des territoires ruraux. On a parlé de Terra, mais par exemple, dans l'Odyssée, la coopérative Odyssée, qui est en Haute-Vallée de l'Aude, ben en fait, ce qu'on voit, c'est des écolieux qui sont un peu des lieux où ça atterrit. Et en milieu urbain, on voit souvent des tiers-lieux, finalement, où ça atterrit, où on se fédère et on fait ensemble. Du coup. Donc là, aujourd'hui, on a une diversité de projets avec cette idée de construire des réponses concrètes à des enjeux d'emploi et de développement économique. Et c'est bien ça, parce que moi, depuis tout à l'heure, je dis des nouveaux modèles économiques, mais c'est comment on va financer des activités qui sont peu ou pas rentables, encore une fois dans les conditions actuelles du marché, mais qui ont des effets importants, du coup. Et d'où l'enjeu, et moi c'était là-dessus je voulais un peu terminer, d'où l'enjeu d'évaluer en fait, d'évaluer la valeur qui est produite par tous ces territoires. Et c'est pas simplement une valeur économique. La première question, par qui vous êtes financé et tout. On est financé par des gens qui nous demandent, et vos résultats, votre indicateur, c'est le nombre d'emplois. On n'a pas parlé de la qualité de l'emploi, de quel emploi on parle. Et donc c'est pour ça que nous, là en ce moment, on travaille beaucoup sur la question d'un référentiel d'évaluation, d'avoir un ensemble de repères pour aussi, ça rejoint aussi ce travail là qui a été fait, qui est super, avec Céline Renoir et le campus de la transition, parce qu'on a besoin de nouveaux indicateurs, justement. Et la valeur, elle n'est pas qu'économique, elle est aussi sociale, elle est aussi démocratique, j'imagine qu'on en parle à côté, elle est forcément aussi écologique. Et voilà, c'est comment on se dote des outils pour révéler toute la valeur qui est produite, la diversité de la valeur qui est produite, et comment on arrive aussi, parce qu'à un moment donné, on revient sur la question d'autofinancement, ou en tout cas d'un modèle économique qui permet aussi de générer aussi du chiffre d'affaires, parce que dans tes cours, on voit bien qu'il y a du chiffre d'affaires et une rentabilité qui est recherchée. Voilà comment on arrive à valoriser aussi, à un moment donné, un peu en euros, on va dire, et la monnaie locale, c'est le bel outil. Alors c'est vrai que dans l'Aude, du coup, il y a cette intention de bosser aussi sur une monnaie locale. Bifurque à Strasbourg, c'est une autre monnaie du coup qui est aussi voilà l'ashtuk, je cherchais le mot du coup. Et voilà, on essaie de construire ces modèles un peu hybrides là de financement. C'était aussi un peu la première question, de croiser du financement public, de l'autofinancement, du financement privé et aussi du financement citoyen. Et après, j'avais peut-être une petite diapo parce que derrière, pour dire que, et c'est ça qui est un peu peut-être l'originalité autour du RTE, c'est que forcément, on s'adresse à des individus avec cette idée de, la finalité et les enjeux derrière, c'est d'évaluer en quoi le revenu, c'est-à-dire cet accompagnement et ces financements vont permettre de renforcer l'autonomie, voire parfois l'insertion de personnes, mais surtout aussi l'autre échelle d'analyse, c'est le territoire. C'est encore une fois la qualité de ces emplois qui sont développés et en quoi ça produit aussi de la richesse locale. Donc c'est vrai que la question souvent autour des activités qui tournent autour de la mobilité, de l'agriculture, ou de se nourrir, se loger, habiter, des besoins essentiels, l'économie circulaire aussi, c'est là où on voit les principales activités là, qui émergent dans nos 7 coopératives actuellement. Mais encore une fois, c'est pas n'importe quelle démarche d'éco-construction, du coup, c'est dans une logique de prendre en compte des écomatériaux géolocalisés aussi maintenant. Donc voilà, c'est une autre économie qu'on essaie de soutenir, avec parfois, en effet, la difficulté qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à lever des financements pour mettre en place des coopératives, c'est-à-dire ces structures d'animation locale
d'accueil, d'accompagnement, de formation. Et on a quand même des difficultés à trouver des financements pour des compléments de revenus ou pour des micro-investissements. Donc moi, j'ai souvent l'habitude de dire, en fait, jusqu'alors, on a fait un peu de bricolage, quoi. Alors la dernière fois, il y a quelqu'un dans le réseau, les Strasbourgeois, ils me disent « Arrête de dire ça, c'est un peu péjoratif, on fait un travail d'orfèvre. » Ok, un travail d'orfèvre pour trouver des financements, alors avec un fonds de dotation, avec des fois des cigales, de l'épargne solidaire. Enfin, ouais, je termine là. Mais du coup, voilà, il y a cet enjeu aussi de réussir à construire ces partenariats vraiment publics, privés et habitants, quoi, finalement. Pour financer finalement cette transition écologique. Donc c'est ça aussi qui nous anime, et l'évaluation c'est un outil aussi pour flécher de l'argent là où c'est réellement utile dans nos territoires, que ce soit des territoires urbains ou ruraux. Je m'arrête là du coup. Merci. Mais tout est très riche, mais voilà, on a un temps qui est limité, c'est passionnant. Et j'imagine, Daniel, de l'Oasis du Coq à l'Âne, qu'il y a plusieurs choses qui font écho à votre travail, notamment la question de la recherche, la mesure de l'impact qui est peut-être autre que celui simplement des indicateurs habituels. Donc voilà, je te laisse présenter l'Oasis du Coq à l'Âne et vos actions en matière d'économie. Ouais, merci. Alors, je ne vais pas du tout le prendre sous l'aspect économique, puisque vous êtes venu écouter un sujet économique. Donc, je vais plutôt le prendre sur l'aspect humain, puisque qu'est-ce qui a motivé ce projet d'Ecohameau, tout comme mon collègue, grand frère, Terra, Frédéric. Bien sûr, je suis aussi issue du monde de l'économie en tant que chef d'entreprise et en grande souffrance de voir ce que vivaient les employés. Moi, le mot emploi, je dois dire que ça me gratte un peu le dos. Employer les gens, ça me fait bizarre moi, de dire ça. C'est juste pas possible. Mais par contre, le 94% des gens qui trouvent du sens dans ce qu'ils vivent, ça me parle. Donc c'est plutôt ce type de question, comment faire, et donc en tant que chef d'entreprise, je voyais bien la souffrance des employés qui ne pouvaient pas toujours trouver l'épanouissement. Comment faire pour que des humains vivent une vie humaine plutôt qu'une vie d'outils. Chemin faisant, pareil, le mouvement Colibri, les grandes questions sur réinventer l'agriculture, la santé, l'éducation, l'économie, l'énergie, la démocratie, bien sûr. Donc de tout ça, quoi faire jusqu'au moment où Mathieu Labonne, donc ici présent quelque part, dit en janvier 2015 « Chiche, dans 20 ans, une oasis tous les 20 km ». Alors là, douche radicale, je n'y attendais pas du tout, mais ça a été impératif pour moi. Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Faisons un écolieu. J'étais toute seule dans mon petit pavillon de banlieue autour de Bordeaux avec mon conjoint. Je lui dis, et si on faisait ça? On venait de finir de payer notre maison, pour dire voilà, qu'on avait construit petit caillou par petit caillou. Eh ben non, on vend tout et on se lance dans cette aventure. Donc c'est avant tout un élan, une évidence. Il faut qu'on fasse quelque chose dans le monde où nous sommes. On ne peut pas rester sans rien faire et on met toutes les cartes sur la table. Ça interroge bien sûr la question du vivre ensemble, du collectif d'abord. Comment on va faire cette histoire-là? Ensuite, la question de l'économique, parce qu'il faut que ce soit viable, il faut que ce soit enviable, comme je disais tout à l'heure, duplicable, et la question des moyens qu'on va trouver, nous, en tant juridique, bien sûr, en tant que petits citoyens, pour faire quelque chose comme ça. En écrivant le projet, en le présentant lors de rassemblements, aussitôt une vingtaine de personnes s'agglutinent autour de ce projet. Voilà, l'aventure est partie dans l'idée que ça sera pour une vingtaine de familles, pour avoir une dimension suffisamment impactante sur un territoire et en même temps pas trop grosse pour pouvoir arriver à gérer un projet qui démarre et qui ne sait pas trop où il va en fait. Donc dans cet élan, pendant quelques années, nous allons... Il y a quelque chose qui est écrit, ah oui. Donc je vais quand même dire, dans cet élan il y a d'abord quelque chose qui va être formalisé, c'est la raison d'être. Qu'est-ce qui va rassembler ces gens? C'est comment être co-responsable de nos besoins et de nos impacts.
Et ça va sous-tendre notre développement économique et même notre modèle juridique, parce que ça va inclure le fait de la relation à la propriété, le fait de la relation à coopérer pour produire et le fait de la relation à redistribuer la richesse coproduite par l'ensemble des acteurs. Donc chemin faisant, 5 ans après avoir commencé à élaborer le projet, on finit nous aussi par trouver un domaine. Donc oui, j'avais marqué les prendre soin, parce que notre ligne de conduite, c'est le prendre soin de tous les aspects. Mais ça a déjà été dit et je pense qu'on se reconnaît tous là-dedans. Nous atterrissons sur un domaine en Charente, dans une zone très rurale, très dévitalisée. Ce qui m'a marqué tout à l'heure dans ce que disait Madame la sénatrice, je ne dis pas de bêtises, c'est la démotivation. Elle parlait de lieux industriels qui avaient perdu leurs industries et la population n'avait plus d'identité en fait. Et c'est vraiment ce qu'on a trouvé, nous, dans notre Nord-Charente, cette population qui avait un passé. Et quand je demandais aux maires, aux différents maires locaux, ah oui, mais avant, nous avions de l'industrie et donc c'était dynamique. Bah, moi, je ne sais pas si l'industrie, c'est vraiment une identité. J'ai un petit peu de doute. Mais aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'identité sur ce territoire, nous nous saisissons de ça en disant comment sensibiliser les gens à une identité écologique. Nous sommes sur un territoire rural qui n'est pas en perte de biodiversité ou pas trop. Mon collègue pourrait clarifier ça. Et qui a un potentiel, en tout cas, malgré tout préservé, qui a une multitude de tout petits villages adorables, complètement préservés. Comment ça se fait que la population sur ce territoire n'est pas motivée pour se reconnaître dans cette identité, la préserver, la porter et faire à ce moment-là que ça peut créer une dynamique. Je vois bien la population sur le territoire, à l'exclusion de quelques associations dynamiques, mais le reste, ils attendent l'emploi. Ils ne trouvent pas d'emploi, alors ils s'en vont à la grande ville. C'est assez dramatique. Donc dans ce cadre-là, ce que nous expérimentons à notre échelle, au travers de l'ensemble de nos structures, c'est comment on va pouvoir favoriser cette dynamique locale en nous intéressant à ce dont a besoin le territoire. Et là, je ne vais pas redire ce qui a été dit, même si nous, à notre échelle, ouais, tu peux changer. Sur celle que nous venons de voir, il y avait les intitulés des activités, mais vous avez compris. Et moi, je n'ai mis que des photos, parce que je trouve que ce qui est le plus important, c'est le rêve. Comment on va toucher le cœur des gens et comment, par cette dynamique, ça va répondre à des besoins. Et là, on le voit, bon, ça fait que depuis fin 2021 que nous sommes installés sur ce territoire, même si le début du projet était en 2015. On commence à voir que nous pouvons répondre à des attentes du territoire. Par exemple, nous avons des contrats pour sensibiliser les gens à la question des déchets, avec les syndicats des déchets. Nous avons un contrat avec la ville à côté pour faire des vélos électriques, électrifier des vélos et qu'ils puissent porter ça en location pour l'été. Nous travaillons avec l'Office du tourisme pour se poser la question d'un tourisme qui soit valorisant pour le territoire et où le public qui viendrait se sente contribuer à ce territoire et pas juste venir consommer sur ce territoire. Et nous avons, alors tu peux tourner les photos, voilà, différents moments de partage, de mise à disposition d'espaces partagés dans nos infrastructures et une relation à notre territoire et à nos élus qui s'améliore. On ne peut pas dire qu'elle était mauvaise dès le début, puisqu'on a été accueillis, donc, comme je disais tout à l'heure, dans l'idée de sauver un domaine à l'abandon, et donc le territoire était assez content que des bobos viennent sauver des pierres dont ils n'avaient pas les moyens de s'occuper, et puis en plus leur apporter une image au début assez sceptique de bon, on a nos écolos sur notre domaine. Et en effet, nous sommes soutenus par des chercheurs
Et lorsque nous avons présenté, on réunit les chercheurs qui nous soutiennent tous les 2 ans. Donc nous avons fait une réunion sur le territoire avec nos chercheurs, en invitant tous nos élus, toutes les associations, etc. Et là, quand même, ils ont commencé à dire dans les couloirs, ah, quand même, c'est sérieux. Mais exactement ça. Ah, mais quand même, ils sont sérieux. Donc il fallait au moins ça, la caution de la science, pour être pris au sérieux. Alors néanmoins, dans notre quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de travail. Toute la réhabilitation, elle est faite de façon bénévole, la construction est faite de façon bénévole, et ça ne peut plus durer. Il nous faut un revenu de transition écologique. Mais ce revenu de transition écologique, on le pense plutôt comme un revenu de base. C'est-à-dire que je ne dis pas le mot emploi quand je dis le mot revenu, mais je dis la richesse générée par l'ensemble de notre collectif, qu'il soit au niveau des habitants, et j'espère un peu au niveau du territoire. Ça commence timidement, puisque nous aussi, nous avons une société coopérative d'intérêt collectif et 2 associations et une SAS pour l'énergie renouvelable. Donc c'est un petit peu toujours les mêmes schémas qui se retrouvent, même si nous sommes tout petits, tout nouveaux. Et j'ai perdu mon fil, c'est assez récurrent. Donc cette structuration... Pardon, merci, qui c'est qui a suivi? J'en étais revenu, mais ils suivent, mais c'est merveilleux. Donc cet ensemble de structures permet de générer un petit peu de richesse qui ne permet pas encore de nous la redistribuer de manière satisfaisante. Et pour le moment, comme toute création d'entreprise, nous sommes partis en laissant nos emplois et nos activités. Et donc, il y a une période de chômage, voire de revenus sociaux minima, qui permet de subvenir et qui devrait s'appeler revenu de transition écologique. Ça devrait être dans la loi, ce truc-là, voilà. Directement. C'est dommage, la sénatrice est partie. Mais c'est dommage. Voilà, parce qu'à partir de ce moment-là, ça nous laisserait la latitude de la viabilité, le temps d'arriver à l'autonomie et la rentabilité. C'est lourd à porter, c'est long, parce qu'il n'y a pas que créer une entreprise, il y a tout le reste. Donc je disais, les bâtiments, la restauration et l'appropriation d'un territoire avec nos activités sorties de nulle part, électrifier des vélos, s'occuper des déchets... enfin bon, tout ça, quoi, c'est cultiver des légumes bio, c'est quand même incroyable. Donc, sensibiliser. Sur notre domaine, nous avons là-bas, une usine de four à chaud. Notre domaine, c'est cet ensemble. Excusez-moi, c'était quoi avant ? C'est un domaine qui a 1000 ans d'histoire, à peu près, qui s'est construit au début sur un plan, alors après le défrichage des moines jusqu'aux années 1500. À partir de 1500, ça a été une seigneurie avec culture, par exemple, du cognac, puisque nous sommes en Charente. Et donc une seigneurie viticole et agricole, dont témoignent les bâtiments, dont certains sont des années 1550-1600. Autant dire, il y a de l'entretien quand même un petit peu. En 1850, le seigneur a vendu, enfin bon, je passe les détails, mais ça s'est retrouvé dans les mains d'un industriel. Et dès lors, le château qui avait été construit en 1750 sur obligation testamentaire a été démoli. Il reste la partie des logis fermiers et la dite maison noble qui devait sans doute accueillir des nobles. Et en 1850, une usine de fabrication de chaux a été construite. Et cette usine a été construite comme une cathédrale. C'est un bâtiment absolument incroyable. On n'entre pas dans une usine, on entre dans un sanctuaire. Aujourd'hui, nous sommes en charge de ce patrimoine, de cette histoire, de ce récit, à voir comment nous pouvons marier ce passé et cet avenir en respectant les 26 hectares de biodiversité, plus qu'en les respectant, en les agradant, en vivant avec, en les respectant dans le sens de la cohabitation, et tu en parlais très bien tout à l'heure, Julien, quand je suis arrivée à la conclusion, c'est comment on va être intégré et au service de cette biodiversité, tout en nous donnant nous-mêmes les moyens quand même de vivre et de survivre. De vivre, on va dire, pas de survivre. Je vais trop vite. Je prends trop de temps. Non, mais c'est trop longtemps. Voilà, comme pour tout le monde, on est... Alors, je finis juste. Donc, par rapport à ces bâtiments, nous avons eu une aide et dans cette ressourcerie,
Dans cette fabrique de four à chaux, nous construisons une ressourcerie et des plateaux, une menuiserie participative pour travailler avec les gens du territoire, pour qu'ils puissent venir lancer des jeunes, etc. Et nous avons sans arrêt ce va-et-vient entre le territoire, nos activités, à quoi elles servent, comment on peut intégrer les gens du territoire. Donc on ne peut pas dire qu'on crée de l'emploi, on crée de la dynamique, on crée un peu de richesse pour nous, mais pas encore assez, parce que quand même, je ne peux pas ne pas le dire, cette richesse qu'on arrive à créer, on se la redistribue, une fois qu'on a payé nos charges et gardé nos provisions, on se la redistribue format revenu de base. C'est-à-dire qu'on ait travaillé ou pas travaillé de façon équitable, égale au début pour tout le monde. Puis on a un espace supplémentaire qui est la co-responsabilité, c'est-à-dire que chacun va dire, ben non, moi je n'ai pas besoin de tout ça, j'en laisse une partie ou je le passe plutôt sur le tas de mon voisin. Et on va ainsi, ou alors moi j'ai besoin de plus, on va ainsi discuter grâce à nos outils d'intelligence collective jusqu'à ce que chacun reçoive la part juste par rapport à son besoin. Et là, à ce moment-là, nous allons, chacun étant entrepreneur, facturer à nos structures le montant de l'argent reçu, ce qui nous permet d'avoir une couverture sociale. Et si on recevait assez, de cotiser à la retraite. Mais d'abord, on n'en aura pas besoin parce que dans la mesure où nous sommes solidaires, nous prenons soin de nos vieux. Dont je fais partie. Et la boucle est bouclée avec l'atelier d'avant. Deux questions, je suis désolée, on est vraiment très contraints, on a pris du retard. Vraiment, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. C'est très très riche tout ce qui a été présenté, on a envie d'en savoir plus. Mais il y aura une demi-heure de battement avec la suite de l'événement, après où vous pourrez discuter avec les intervenantes et les intervenants. Est-ce qu'on peut venir visiter? Ah oui, bien sûr. La question c'est, est-ce qu'on peut venir visiter? En tout cas, en ce qui nous concerne, une de nos activités qui nous tient le plus à cœur, c'est l'accueil en séjour immersif. Ça fait partie de notre vocation, que des gens puissent venir expérimenter comment nous fonctionnons. On leur explique tout, pour qu'ils puissent eux-mêmes, éventuellement, aller faire des choses ailleurs. Oui. Mais peut-être que chez toi aussi. Oui, ben chez nous, on a des week-ends découvertes. On en a quelques-uns par an, le prochain est en septembre. Ça dure 2 jours. Enfin, presque 3, parce qu'il y a le vendredi soir aussi. Et pendant les 2 jours, en fait, on a à la fois la partie plus théorique, on va dire, du projet, puis la partie pratique avec des ateliers, des rencontres avec les terriens, la visite des lieux, avec cette idée à la fin de repartir avec cette idée que le futur, c'est la campagne. Ce que nous, on appelle la ruralité 2.0. Et les lieux d'expérimentation, tu parlais, ils se visitent aussi? Souvent, oui, ça se fait. Voilà, je disais tout à l'heure, ça atterrit dans des tiers-lieux. Donc à Marseille, c'est le tiers-lab des transitions. À Strasbourg aussi, il y a un lieu. Dans le Nord aussi. Finalement, partout, ouais, ça reste des lieux d'accueil. C'est la première fonction, comme on pourrait dire. Et voilà. Donc, carrément. Il y a une question. Nous sommes un lieu d'accueil. On parlait emploi depuis le début. Et je me posais la question comment ça s'exprime réellement au quotidien. Vous faites face à des... je crois, si je me souviens bien, je sais qu'en les films, notamment Paris, on est beaucoup sur le tertiaire, mais du coup, dans des lieux qui se veulent alternatifs et nouveaux bassins dans l'emploi, qu'est-ce qu'on peut y trouver concrètement? Moi qui travaille dans le bâtiment, je me dis, si je viens là-bas, est-ce que d'une certaine manière, je vais soit trouver de l'emploi, soit est-ce que je suis capable de pouvoir monter une structure qui va trouver une clientèle? Car c'est bien, je me dis, c'est bien sympa de vouloir travailler dans l'alternative, et s'il n'y a malheureusement pas de demande, c'est voué à mourir et c'est un échec. C'est tout l'enjeu, mais pour répondre à ta question, en fait, c'est là où vient la complexité, il faut savoir prendre du temps. C'est que quand un bébé est né, quand un tout petit bébé est né avec ses poumons, son foie, ses reins, toutes ses fonctions, on va dire, et c'est parce que toutes les fonctions, quand il naît, sont là qu'il peut se développer. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart des structures, elles prennent une fonction. Tu vois, beaucoup d'écoliers ont 1-2 fonctions. Et le problème après, c'est comment tu fais avec 1-2 fonctions pour développer toute l'économie territoriale. Donc là, l'idée, c'est de dire, il faut créer
la fonction s'alimenter, la fonction énergie, la fonction bâtiment, la fonction accompagnement. Et c'est ça qui, à un moment donné, rend attractif le territoire, du coup des personnes viennent s'installer, du coup ça augmente la demande solvable, jusqu'à ce qu'à un moment donné, cette demande solvable, finalement, elle puisse se transformer en activité, je préfère parler d'activité que d'emploi aussi, en activité, et ces activités, ensuite, elles trouvent leur équilibre économique, puis après leur excédent financier, parce que justement, on a reconstruit, en fait, tout un territoire. Et c'est vrai que si tu vas t'installer tout seul, avec ta boîte à outils, dans un village de 200 habitants, ça va pas le faire, quoi. Je veux dire, tu vas galérer. Enfin, tu vas y arriver, mais il va falloir bosser 70 heures par semaine pour 700 € par mois. Donc l'idée, c'est vraiment de s'attaquer à cette problématique-là via un écosystème coopératif territorial. Et maintenant, on commence à créer des emplois de plus en plus. Alors quand je dis emploi, c'est activité. Il y a des gens qui sont auto-entrepreneurs, il y a des gens qui sont salariés, il y a des gens qui sont dans des coopératives d'emploi. Et tous ensemble, ensuite, on peut maintenant commencer à produire de l'énergie, des bâtiments, de l'alimentation, des services sur le territoire. Mais ça prend un certain temps. Donc, si tu viens en milieu rural t'installer, je t'invite à t'installer dans un écosystème coopératif territorial. Et ce sera beaucoup plus facile que si tu es tout seul. Je pourrais apporter une petite version, à savoir que en tout cas dans le territoire où nous sommes, sur le territoire où nous sommes, dans le bâtiment, il y a beaucoup de besoins, ça c'est certain, il y a beaucoup de besoins avec des spécialités par rapport à une typologie de bâtiment ancien. Par contre, j'entends toujours qu'il n'y a pas de travail. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche, mais je sais que si... Enfin, c'est de l'humour, hein. Je sais qu'une personne qui vient chez nous et qui est en capacité de proposer ses services sur le territoire va pouvoir à la fois contribuer au projet en développant l'activité de l'ensemble des structures pour qu'elles puissent avoir une richesse à partager, mais aussi, rien ne l'empêche, et au contraire c'est conseillé, d'aller répondre à des demandes sur le territoire de travaux, etc. Et il y a tout le soutien de notre communauté, puisque l'avantage, par exemple, d'une société coopérative d'intérêt collectif, c'est qu'on peut accueillir des bénévoles, qu'on peut accueillir différents types de structures, des associations, et nous, notre façon de travailler, c'est coopératif. Si moi, j'étais déclaré comme charpentier à ne faire que ça dans notre structure, mon voisin ne pourrait pas venir m'aider parce que c'est mon entreprise. Là, c'est la SCIC qui a ces compétences-là, donc chacun de nous peut y contribuer. Donc il y a une forme, j'essaye de dire par là qu'on est coopératif dans notre travail, suivant nos capacités, et on peut exporter à l'extérieur des compétences particulières pour des chantiers ou contrats spécifiques. Donc c'est une organisation qui a, en plus de ce qui existait classiquement, le soutien coopératif d'un écosystème. Je me permets juste, parce que la question elle est très juste, et en même temps ça prend du temps, comme on disait. La Terra, ça fait 10 ans, vous, du coup je ne sais pas combien de temps. Le projet a émergé il y a 10 ans, mais s'est installé il y a 4 ans. Mais donc cette logique d'écosystème coopératif, de créer des liens aussi, je vais dire, d'activité, du coup ça prend quand même un petit peu de temps. Donc c'est vrai que aujourd'hui, et tu disais, vous étiez labellisé pôle territorial de coopération économique. Identifiez-nous, par exemple, dans le réseau, on en a 3 qui sont labellisés pôle territorial de coopération économique. Donc ça peut être un indice, quoi, si j'ose dire, pour voir si déjà la coopération économique, elle est présente ou pas sur un territoire.